Pop Média. Ouvrons nos oreilles. Pour compenser une forte douleur, il faut pas de l'ordinaire, il faut de l'extraordinaire. Je vis que d'extraordinaire. Sinon, je peux pas compenser la rudesse de mes douleurs. Banzai, épisode 2, Sylvain à la recherche d'extraordinaire. Hello et bienvenue dans Banzai, le podcast qui donne la parole aux personnes qui vivent avec des douleurs chroniques. Moi, c'est Anaëlle et je souffre de douleurs chroniques depuis de nombreuses années. J'en ai fait ma force en devenant patiente partenaire et cofondatrice de l'association Les Algonautes. Ensemble, nous soutenons et accompagnons des personnes qui, comme moi, connaissent la douleur au quotidien. Avec Banzai, je vous invite à découvrir des histoires intimes et émouvantes pour briser les tabous autour de la douleur chronique. Que vous soyez concerné de près ou de loin, laissez-vous embarquer par ces histoires émouvantes. Aujourd'hui, c'est Sylvain qui nous partage son histoire. Je le rencontre dans son appartement, il a préparé un super petit déjeuner et nous sommes entourés de tous ses souvenirs de voyage. Il me raconte comment ses douleurs ont commencé alors qu'il avait 30 ans, en 2005. J'étais en poste dans une société privée d'informatique dans laquelle j'étais relativement sédentaire. J'ai commencé à avoir des douleurs lombaires régulières, chroniques. Ensuite, il s'avérait que c'était pas vraiment ça, mais le début, c'était vers cette période-là. Et dans le contexte du travail, surtout, principalement. Lorsque j'étais debout, que je nageais ou me déplaçais, je ressentais pas trop les douleurs. Dès que j'étais trop assis ou que j'allais trop régulièrement chez les clients en conduisant trop, j'avais des douleurs de plus en plus. La seule chose que je puisse dire, c'est que ça s'est dégradé très rapidement. Les douleurs ont été beaucoup plus diffuses, sont descendues plutôt dans les fesses, c'est tout ce qui est périnéal, tout au niveau du bassin, des organes, vessie, et puis tout ce qui est entre les jambes et la jambe droite, jusqu'au bout des orteils. J'avais des responsabilités qui étaient de plus en plus importantes, qui m'amenaient à me déplacer de plus en plus sur la fin de mon activité chez les clients. Et donc, qui nécessitaient des voyages en voiture, en avion. Et là, c'était vraiment très compliqué. J'ai dû leur en faire part. Et au final, au lieu de m'écouter, j'ai l'impression qu'ils ont appuyé un peu plus sur le maillon faible, en m'en demandant encore plus. Ça a été problématique. Il a fallu que je fasse appel assez rapidement à un avocat pour m'épauler. Donc, je me suis mis en arrêt pendant 3 ans, ce qui est le maximum possible en France. Et médicalement parlant, pendant ces 3 ans, des recherches importantes ont été faites. Et entre le moment où je me suis arrêté et le moment où on a trouvé le diagnostic de ce que j'avais, il y a eu 6 mois. Donc, ça a été relativement rapide par rapport à la moyenne pour trouver ce diagnostic-là dans cette pathologie-là. Cette pathologie qui lui est diagnostiquée, c'est la névralgie pudendale. C'est une douleur neuropathique qui impacte toute la région pelvienne. Elle peut se répandre jusqu'aux orteils. Entre 2009 et 2012, il m'arrivait d'avoir plus de 50 à 60 rendez-vous par an. Médical et paramédical, ce qui est énorme. Enfin, je dis ça, mais je pense que là, c'est au bas mot. C'est-à-dire que je suis même à plus d'une centaine, c'est évident. Je me rappelle, j'ai encore le planning que j'ai imprimé parce qu'il m'avait stupéfait un peu dans mes documents médicaux. Et aujourd'hui, j'ai eu des pics d'implication médicale pour m'en sortir parce que j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu l'autonomie. J'ai été 2 ans quasiment alité tout le temps sans plus pouvoir marcher. Sylvain ne pouvant presque plus marcher, ses médecins lui proposent une opération chirurgicale afin de lui éviter des séquelles à vie. Mais l'annonce de cette opération tombe en même temps qu'un autre grand bouleversement dans sa vie. C'était pas simple parce que la maman de mon fils l'attendait. J'ai même un petit peu fait tarder l'opération pour la naissance de mon fils, mais tout s'est relativement rapidement passé après. Et au final, on m'a dit assez rapidement que j'aurais des séquelles, et c'est vrai que j'en ai, même si je me bats encore aujourd'hui pour en avoir le moins possible. Garder l'autonomie. Au moment de la naissance de son fils, Sylvain apprend qu'il sera handicapé à vie. Je lui demande comment il a géré toutes ces émotions contradictoires. Très contrasté, une descente aux enfers, à la fois, et une joie, une des plus belles joies de ma vie.
Je crois que cet enfant m'a apporté beaucoup d'énergie et il m'en apporte encore aujourd'hui. Et je regrette pas du tout le choix avec sa maman qui soit arrivé à ce moment-là. C'était génial. Mais par contre, médicalement parlant et en termes de douleur et de vécu, j'étais face au fait d'apprendre à assumer d'avoir un nouveau handicap après 30 ans, alors que j'en avais pas eu avant. Et surtout une perte d'autonomie à 30 ans alors que j'étais ultra sportif. C'est des blocs à avaler comme ça qui arrivent subitement, qui sont immenses. Du coup, il faut beaucoup de temps pour les accepter, quoi. Il faut des années. Sur la vie sentimentale, c'est simple. J'étais avec la maman de mon fils et cette relation a dû prendre fin pour plusieurs raisons. Donc, c'est moi qui ai déclenché la fin. Cela m'était insupportable de continuer à vivre ce calvaire en étant alité et dépendre trop des autres avec une femme que j'estimais. Je préférais vivre ça seul plutôt que de l'avoir supporté ça. Donc du coup, un jour, elle est revenue du travail entre midi et 2 et je lui dis que je l'aimais plus. Ce qui était faux. Du coup, on s'est séparés et je ne pouvais toujours pas marcher. J'étais encore alité. Donc voilà, je suis parti dans un bungalow pour pas que ce soit trop explosif, parce qu'elle était très triste, je pense. Je me suis fait aider, j'avais des aides à la personne et je suis parti sur une nouvelle aventure comme ça. Au final, rétrospectivement, sur cette relation-là, ça serait à refaire, je pense que je referais pareil. Ça m'a permis de tourner la page, pas tourner la page, parce que j'ai encore beaucoup Mélanie dans le cœur. C'est une femme merveilleuse, une mère formidable, mais j'avais besoin de ça pour me booster. En fait, le handicap, je le comprenais, et la maladie, je la comprenais plus rapidement que mon entourage. Donc, mon entourage, c'est un peu dur à dire ça, mais m'handicapait dans la vitesse avec laquelle je voulais passer et franchir les étapes. Au final, je me suis dit que cette aventure, je voulais la vivre seule maintenant. Sylvain remonte doucement la pente et prend la décision de rester célibataire. Je me suis dit que c'était pas possible de vivre avec quelqu'un en couple avec ce que j'avais. Donc il était mieux que je sois seul. Et de nombreuses années m'ont montré effectivement que c'était le cas. Donc je me suis attaché un petit peu à des femmes avec lesquelles j'avais des relations suivies. Et c'était très bien pour moi. Comme ça, je pouvais vivre mes moments de calme et de crise tout seul. Ensuite, j'ai rencontré une femme formidable, mais vraiment exceptionnelle. On a vécu 3-4 ans merveilleux ensemble. Et on s'est séparés pour une histoire un peu bête, mais entendable. Elle désirait avoir un enfant avec moi. Sauf qu'avec ma maladie, moi, je me pensais incapable d'être un nouveau père parce que j'étais déjà frustré de ne pas être un papa, entre guillemets, normal avec mon fils. Je me suis juré, après cette relation, de ne plus jamais être en couple avec une femme pour le restant de ma vie. Parce que je l'avais dans le cœur, cette femme, et je l'ai encore toujours. Moi, ce que j'ai comme retour depuis quelques années, c'est que les personnes avec lesquelles je m'entends le mieux sont des personnes soit qui souffrent aussi, qui comprennent mieux, entre guillemets, soit des personnes qui aident. C'est bête, mais comme ils ont ce rapport professionnel ou personnel avec la douleur et la maladie, ils ont cette capacité à s'intéresser par curiosité ou d'empathie qui peut te permettre justement de ne pas être débordé par une invasion d'une personne d'un seul coup. En cherchant un nouvel équilibre dans sa vie intime, Sylvain découvre une nouvelle orientation relationnelle. Il décide de devenir polyamoureux. J'ai plusieurs compagnes dans ma vie qui se connaissent, qui acceptent ma situation, qui acceptent le fait que je sois polyamoureux, qui sont pas nécessairement polyamoureuses, qui sont des fois polyacceptantes ou en voie de l'être ou pas du tout. Alors que c'est plus compliqué quand c'est incompatible, parce que généralement, ça peut pas marcher. Donc c'est quelque chose de très dans lequel je parle pas normalement beaucoup. Je suis assez discret parce que c'est quelque chose qui est encore contemporain mais non accepté et non conventionnel. Je me pose la question de
si je suis pas arrivé à être sentimentalement dans cette façon et que ça soit lié à la maladie. Ça ne m'étonnerait pas. Après, j'aime pas le conventionnel, ça c'est vrai. Mais je me pose des questions. Et du coup, je dois dire que je pense que c'est plus compatible. Parce qu'il y a une certaine liberté, ouverture d'esprit nécessaire à vivre des polyamours qui font que là, je suis seul depuis 7 semaines. Et c'est pas simple des fois. Je me retrouve face à moi-même, face à ma maladie et tout ça. Mais demain, je retrouve une copine, j'ai hâte. Avec le polyamour, Sylvain trouve un bon équilibre dans sa vie sentimentale. Mais il souhaite aussi me parler de sexualité, car il trouve que c'est un sujet trop peu abordé quand on vit avec des douleurs chroniques. Or, avec sa pathologie, sa vie sexuelle a été complètement chamboulée. La principale difficulté, le handicap, c'est pas s'asseoir, mais il n'y a pas que ça. On dit pas, le plus gros, c'est les rapports sexuels, quoi. C'est-à-dire que vivre avec une frustration, avec une crainte que l'autre compense par autre chose, il y a plein de trucs, plein de systèmes qui se mettent en place. Donc en fait, il faut l'accepter, premièrement, personnellement, mais aussi la personne avec qui on est. Et c'est pas rien. Et c'est pour ça que je me suis orienté, je pense, vers des relations ouvertes. Parce que le plus important, c'est pas ça. Le sexe, c'est bien, c'est une cerise sur le gâteau, mais le plus important, c'est le gâteau. Hein, donc bon. Et dans le gâteau, pour moi, c'est 2 piliers, confiance et complicité. S'il n'y a pas ces 2 choses-là, il n'y a pas d'amour. Du coup, ça m'a appris à bien dissocier les choses aussi. Entre sentiment et sexualité, tu vois. Mes douleurs atteignent le bassin. Donc quand je dis le bassin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi entre les jambes. Et en fait, bon nombre de personnes qui ont ce que j'ai n'ont plus de relations sexuelles. Moi, j'ai pensé l'inverse. Je me suis dit, on peut rééduquer des choses, des bras, des épaules, des pieds, des mains. Pourquoi ça serait pas une rééducation aussi? Pourquoi pas aller au-delà de ces douleurs? Et au final, j'ai fait un parcours là-dedans. J'ai été au-delà de mes douleurs, j'en ai parlé avec des médecins qui m'ont donné des astuces pour aller me mettre sous une douche chaude après, pour mettre un petit peu d'acupuncture sur le nerf vague derrière l'oreille, pour essayer de faire chauffer la moelle épinière après un rapport sexuel. Parce qu'en fait, chez moi, dès que j'ai un rapport sexuel, je peux avoir des douleurs amplifiées. Enfin, j'ai des douleurs amplifiées. Parlons-en franchement. Pendant 48 heures. Donc, a priori, j'ai pas de raison d'avoir des rapports sexuels si c'est pour générer des douleurs. Pour autant, ça fait partie de la vie aussi. Donc, désormais, c'est, voilà. Vivant mon contexte et comment je me situe par rapport à mes douleurs, ce que j'ai à faire, mes projets, mon cerveau sait si c'est compatible, pas compatible. Aujourd'hui, Sylvain a l'air d'avoir trouvé un bel équilibre dans sa vie personnelle et intime. Alors je lui demande s'il a accepté sa maladie. Je vais différencier 2 parties dans l'acceptation, si tu me permets. La première, c'est sur le socle commun qui est la maladie névralgique pudendale à la tête et tout ça. C'est accepté. Par contre, il y a une partie qui est non acceptée, c'est celle de l'impromptu et de toutes les merdes qui m'arrivent en plus. C'est celle-là qui m'emmerde. Pourquoi? Parce qu'elle est prévisible ou pas, c'est comme la mer. L'océan Atlantique est plus prévisible que la mer Méditerranée, ce qui fait que la mer Méditerranée est plus dangereuse. Là, c'est pareil. Ce qui est le plus prévisible, c'est la névralgie pudendale, clunéale, mon hypersensibilisation. Ça, j'arrive à la maîtriser, même si c'est compliqué. Mais par contre, par exemple, quand j'ai un staphylocoque à la jambe gauche, alors que c'est pas celle-là qui me fait mal et que je suis hospitalisé 3 semaines et que je peux plus marcher, là, ça m'arrive comme ça et en 4 jours, j'ai eu peur de perdre la jambe, quoi. Et des pètes comme ça, j'en ai eu. Pour moi, il faut bien différencier cette acceptation du socle de commun de ce que l'on ne sait pas, ce qui peut arriver d'autre de nouveau. Très complexe. Et du coup, il y a des fois, je suis très triste, et des fois, je suis même énervé, jusqu'à l'énervement ou la colère contre ça. De me dire encore pourquoi moi? J'en ai pas eu assez. Mais la douleur fait partie de la vie, hein. Elle est beaucoup plus présente qu'on ne le croit, en fait. Et sociétalement, on a ce réflexe de vouloir la dissimuler. Au final, pour l'accepter, est-ce que vraiment il faut la dissimuler? Voilà. Moi, je suis dépendant, je voudrais pas l'être, hein. Devant cette frustration, Sylvain a trouvé sa propre manière de faire face à l'adversité et à ses douleurs.
Pour compenser une forte douleur, il faut pas de l'ordinaire, il faut de l'extraordinaire. Je vis que d'extraordinaire. Sinon, je peux pas compenser la rudesse de mes douleurs. Bon, le premier, c'est les proches, l'amour. C'est un carburant qui est essentiel. Avoir de l'amour autour de soi. Et puis l'extraordinaire, c'est des voyages. Des fois non loin, des fois loin. De mon côté, je pars en mer, je m'évade dans la pratique de la photographie, de l'écriture, dans la création artistique, dans le musical, dans la danse. Je m'évade sous l'eau aussi, en apnée. Et puis aussi, je m'évade à rencontrer des gens, comme chez les Argonautes. Je me mets dans une bulle avec eux, on discute de chacun de nos parcours. C'est-à-dire que moi, généralement, lorsque j'ai mal, c'est après coup, c'est pas pendant. Je peux avoir mal pendant. En l'occurrence, sur mon handicap premier qui est l'assise, ça, j'ai la douleur immédiatement. Par contre, quand je fais des activités telles que la danse, je débranche mon cerveau. Et en fait, c'est après que la maladie prend la place. À partir de son diagnostic, Sylvain n'a jamais repris le travail. Il perçoit une rente d'invalidité. Et pourtant, c'est quelqu'un de très actif. Il a beaucoup d'activités, il est très créatif, il produit plein de choses. Alors ensemble, on parle de la nuance entre travailler et être actif. Des fois, il y a des gens qui ne saisissent pas la nuance. Ils pensent que, vu tout ce que tu fais, tu peux travailler. Non. Moi, je vous parle de mes médicaments, là. Je vous parle de ce que je fais pour oublier. Ça fait partie de ma rééducation, en fait. Je saisis l'opportunité. D'ailleurs, si je le fais pas, je vis dans mes douleurs et je pense que je déprimerai. Mais dans cet espace-là, je peux pas le faire pour quelqu'un d'autre. Je le fais pour moi. Et ça, personne ne peut me rémunérer de faire quelque chose pour moi. Ouais, s'il y avait un des plus grands rêves que je voudrais, c'est de travailler. Mais trop risqué. Ça pètera. C'est impossible. Impossible. Cette nuance est très complexe à gérer, et surtout les personnes qui sont en situation de travail, qui connaissent pas ça depuis la naissance, qui vivent cette transition. Le fait, sociétalement, d'être, entre guillemets, dans un placard, comme l'invalidité, parce qu'il faut avouer qu'on a plus cette reconnaissance du travail qu'on fait aux yeux d'une société, d'une entreprise ou de clients. Donc, il faut compenser. Et il y a aussi ça dans ce médicament, c'est-à-dire que, certes, je fais des trucs avec l'imagination, l'aspect créatif, mais il y a aussi l'aspect social qu'on va compenser. C'est-à-dire que je suis impliqué dans des associations. Et ben ça, c'est pour contrebalancer le fait de plus être voir des clients toute la journée ou être dans une équipe de 100 développeurs avec qui on parle toute la journée. Il faut bien compenser, il faut bien trouver des compensations. En aucun cas, ça peut être rémunéré. Dans toutes ces activités médicaments, il y a un élément qui revient souvent, c'est l'eau. Alors je lui demande ce que ça lui apporte. Ma non-perte d'autonomie. Si je ne le fais pas, je perds l'autonomie. Je suis contraint, obligé de nager 2 à 3 fois par semaine. Si je ne le fais pas, la maladie me bouffe. Je ne peux plus danser vraiment bien. La danse me permet de faire une rééducation 3 à 4 fois par semaine quand même. Plus 2 à 3 fois de natation, je suis rendu à un rythme élevé. Je pense que c'est du sport intensif. L'eau est très importante pour moi. C'est grâce à ça que j'ai pu remarcher. Je suis allé dans des piscines publiques pour faire de l'apnée, pour me renforcer le moral et le physique quand je pouvais pas marcher. Donc j'étais amené dans une voiture avec l'aide à la personne totalement alitée. Et en fait, je me suis fait capter à faire des apnées en piscine publique. On m'a viré. On m'a dit les apnées sont interdites, c'est dangereux. Et j'ai trouvé un hôtel qui avait un spa. J'ai demandé au patron, j'ai discuté avec lui, plutôt sympa et ouvert. Il m'a offert la possibilité de couper en 4 ces circuits détente de 2 heures pour faire des apnées dans son spa privé, afin que je sois seul responsable de ce que je faisais. Et du coup, j'allais régulièrement au fond du spa. Donc il y a des clients pas fortunés, mais avec un peu d'aisance quand même, qui venaient dans cet hôtel de luxe, et qui voyaient un mec tout au fond du spa qui restait à peu près, j'avais calculé, 96% du temps sous l'eau, sur une séance d'une demi-heure. Donc tout le temps du reste, je respirais, mais ça m'a permis de vraiment comprendre qu'il y avait vraiment un impact fort entre l'eau et la respiration pour la maladie, et je pense que ça m'a aidé énormément pour retrouver la marche. Et depuis, je l'entretiens. Moins d'apnée, mais plus de natation. C'est dans l'eau que Sylvain a trouvé la force de se reconstruire. Et aujourd'hui, c'est sur l'eau qu'il vit ses nouvelles aventures. Quand on se rencontre, il est à quelques jours de partir avec l'une de ses amoureuses. On part en bateau, je prépare le bateau, et lundi, il est gruté sur la Loire pour descendre la Loire et partir. Donc, autant dire que l'extraordinaire est aux portes du quotidien.
Je souhaiterais retourner en Afrique, parce que je suis un amoureux de l'Afrique, en janvier prochain. Et ça, c'est encore quelque chose que je m'étais dit que je ne ferais plus dans ma vie. Comme le fait de vivre un grand amour. Et en fait, au final, si, j'ai changé d'avis et il se peut que j'y retourne. Merci Sylvain d'avoir partagé avec nous ton histoire. Si le témoignage de Sylvain vous a ému, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à le partager. Vous trouverez plus d'informations sur Banzai et sur l'association Les Algonautes en description de cet épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouveau témoignage dans Banzai.